Pilpoul. Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde ? Comment mieux le comprendre ? Que puis-je faire pour l'améliorer ? Que m'est-il permis d'espérer ? Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47. Aujourd'hui, les princes et les juifs dans l'Italie de la Renaissance. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de l'Italie de la Renaissance, de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, avec vous, Pierre Savy. Bonjour, Pierre. Bonjour. Pierre Savy, donc, vous êtes historien du Moyen-Âge. Vous étudiez les relations entre juifs et chrétiens, en particulier dans cette Italie de la Renaissance dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, vous venez de publier ce livre au PUF, Histoire, donc, les princes et les juifs dans l'Italie de la Renaissance. Alors, ma première question est très simple. Est-ce que les juifs ont connu une sorte d'âge d'or dans cette période de la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance, c'est-à-dire en gros le XVe siècle? Vous allez nous situer ça exactement dans l'Italie, qui n'était pas encore l'Italie, évidemment, qui était cette mosaïque d'États princiers ou de républiques. Donc, est-ce qu'il y a eu un âge d'or ? Oui, il est important de rappeler, comme vous venez de le faire, que l'Italie était un espace politique très morcelé. C'est très important pour mon livre en particulier, donc je suis heureux qu'on commence par là. S'il n'y a qu'un âge d'or, c'est difficile de peser le bonheur, de mesurer la tranquillité d'une minorité ou d'un groupe humain en général d'ailleurs. Même aujourd'hui, les gens ont beaucoup de mal à mesurer ce bien-être. Je pense que oui, si je dois répondre oui ou non très vite, je pense que ça, en tout cas, cette Italie de ce qu'on appelle le Quattrocento, le XVe siècle, donc la toute fin du Moyen-Âge, la jonction avec l'époque moderne, on reviendra peut-être sur le nom de la période, mais c'est un peu secondaire. Oui, c'est une période de relatif bien-être dans certains espaces. Il y en a quelques autres. On peut imaginer que la France d'avant les croisades, la France de Rachid, disons, sur laquelle on a assez peu de documents, était une période de relative tranquillité. Et puis bien sûr, je pense à elle parce que quand on dit âge d'or, c'est à ça qu'on pense, même si c'est une question très débattue chez les historiens. On pense à l'Espagne des trois religions qui a été un peu mythifiée. Alors il y a des débats pour, contre, il y a des livres qui font le point, mais c'est peut-être un autre âge d'or. Enfin, sans doute que non, mais une relative bienveillance à l'égard de la minorité juive s'y observe également. Donc pour l'Italie, oui. Notamment parce qu'il n'y a pas de violence de masse, il n'y a pas de massacre, il n'y a pas d'expulsion. Enfin, il y a quand même un certain nombre de facteurs lourds qui font qu'on peut parler d'une période de relative tranquillité. Voilà, relative tranquillité, alors que partout en Europe, à cette époque-là, mais depuis le XIIIe siècle en France, et puis après jusqu'en Espagne, en Allemagne, etc., il y a des expulsions ou des pogroms, etc. Enfin, les Juifs sont pas... sont dans des situations très difficiles. Donc, est-ce que c'est une espèce d'îlot de relative tranquillité ? Oui, c'est très notable. Le tempo de l'histoire générale européenne et celui de l'Italie sont très, très différents et même un peu dissociés. C'est peut-être, et je reviens encore à votre première remarque, lié à l'histoire politique des espaces qui constituent l'Europe. L'Europe de la fin du Moyen-Âge, elle est constituée de quelques monarchies nationales, comme on dit, qui sont en train de se former. France, Castille et Aragon, Portugal, Angleterre. Et puis d'espaces, je parle de l'Europe de l'Ouest, je ne parle pas de l'Europe orientale. Et puis d'espaces morcelés, l'Italie, l'Allemagne, qui n'existent pas encore. Et comme par hasard, les grandes expulsions ont lieu dans les espaces nationaux. Donc c'est sans doute une des raisons de cette différence de tempo. Et du coup, est-ce que c'est un îlot ? Ben oui. Je rappelle à un moment du livre un truc très connu, qui est peut-être même un peu trop souvent répété, mais qui est quand même significatif. Les Juifs italiens s'amusaient, ils n'y croyaient pas, mais ils s'amusaient à interpréter le mot Italia, qui veut dire Italie, comme constitué des trois mots hébraïques, Tal et Ya, le nom de Dieu. Donc ce serait l'île de la rosée divine. Donc c'est une manière justement qui fait référence à la métaphore de l'île que vous suggériez, de dire la relative tranquillité.
Au XVIe siècle, on en reparlera peut-être, les choses changent. Et puis au XXe siècle, on pourra en reparler aussi, mais c'est encore une histoire beaucoup plus tragique, mais assez lointaine par rapport au Quattrocento. Mais effectivement, c'est une île relativement accueillante où les gens se réfugient en provenance, pour l'instant, de France, du monde germanique, plus tard d'Espagne, du Portugal. Voilà. Dans une position... on en reparlera éventuellement, mais que je qualifie quand même d'une position d'incertitude. Il ne faut pas croire on va revenir là-dessus parce que c'est un âge d'or relatif. Voilà, c'est ça, c'est une espèce de tranquillité très, très, très relative. On va le voir. Alors, est-ce que vous pouvez très rapidement nous brosser un petit peu le théâtre, le décor de cette Italie, enfin, c'est la partie nord de l'Italie, de ce 15e siècle. Il y a des républiques. Et il y a des principautés, je ne sais pas comment on peut les appeler. Oui, principautés. Voilà. Donc, c'est quoi les grandes villes, en gros, en quelques mots, les grandes républiques et les grandes principautés? Alors, oui. Bon, effectivement, dans le livre, je ne parle pas de Rome, qui est un immense cas à lui tout seul, où il y a une communauté juive, et pas non plus du royaume de Naples et de Sicile au sud. Le nord, c'est un espace politique qui a quitté le monde de l'Empire germanique beaucoup plus tôt, pour devenir le monde, disons, de l'Italie des communes. Alors, il y a encore une souveraineté impériale théorique, mais en fait, ce sont des communes. Et au XIVe siècle, elles évoluent soit vers des systèmes qui restent oligarchiques, donc dirigés par un groupe d'hommes. Donc attention, quand on dit république, c'est pas le canton de Genève ou la France d'aujourd'hui, une et indivisible. Donc il y a des systèmes oligarchiques ou républicains. Les principaux, ce sont Florence, qui devient principauté au XVe siècle, mais qui reste très attaché à l'esprit républicain, et puis surtout Venise, la sérénissime république qui reste république jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Donc d'un côté, il y a ces républiques-là que je ne considère pas trop dans le bouquin, et d'autre part, il y a des principautés qui sont dirigées par un homme qu'on appelle le seigneur et qu'on appellera au XVe, XVIe siècle le prince. C'est le héros du livre de Machiavel, le prince, si vous voulez. Donc lui, c'est pas un roi, il n'en a pas le titre, et il est à la tête d'un espace qui agglomère plusieurs villes, typiquement. Alors parfois, il n'a qu'une ville sous sa souveraineté, sous sa seigneurie, et donc les principaux espaces princiers, ce sont alors le duché de Savoie qui est à cheval avec sur la France et l'Italie, le duché de Milan, le marquisat de Mantoue, les États des Est à Ferrare, et puis encore toute une foule de beaucoup plus petites entités politiques. Donc des principautés d'un côté, des sortes de monarchies sans titre monarchique, et puis des républiques oligarchiques de l'autre. Voilà. Alors, votre livre s'intitule Les princes et les juifs. Donc, on voit bien que c'est un livre qui s'est donné pour objet cette relation entre ces princes d'Italie et ces juifs. Et là, on est assez frappé par le fait que finalement, on a l'impression que dans cette Italie de la Renaissance, vous avez des juifs qui sont locaux, puis d'autres qui arrivent d'un peu partout, d'espaces notamment germaniques, France, et puis plus tard d'Espagne. Ces juifs intéressent les princes. C'est-à-dire qu'ils sont... en gros, les juifs sont tolérés parce qu'ils sont utiles aux princes. Est-ce que on peut dire ça de façon un peu générale? Oui, on peut tout à fait dire ça de façon générale. Plus que dans les républiques, d'ailleurs. Alors, ils sont mieux acceptés que dans les républiques, et c'est exactement de ce point-là, de ce constat-là que parle le livre. Je ne prétends pas être le premier à faire ce constat. Il y a des historiens qui l'ont fait même il y a quelques dizaines d'années. Le livre essaie d'expliquer pourquoi cette bienveillance relative des princes par rapport aux républiques notamment. Mais en effet, on peut parfaitement partir de ce point-là, de l'idée qu'ils sont jugés plus favorablement, qu'on les accepte mieux. Est-ce qu'ils sont plus utiles en vrai, si tant est qu'on puisse en décider? Je ne suis pas sûr. Peut-être qu'économiquement, les républiques aussi auraient eu un intérêt à tirer de la présence juive, mais le fait est en tout cas que pour des raisons à mon avis plutôt politiques que de bonne compréhension de l'économie, la présence juive est jugée utile dans les principautés, absolument. C'est le point de départ du livre et c'est ce que j'essaie d'expliquer en me référant aux fondamentaux, disons, du pouvoir politique princier, de ce que c'est qu'un prince. Mais on a l'impression que les juifs achètent leur présence et leur relative, on verra que c'est relative tranquillité et capacité à vivre leur culte, ils l'achètent par justement les compétences qu'ils proposent aux princes. Alors, les compétences d'argent, bien entendu, c'est celle qui vient en premier à l'esprit, on va en dire un mot,
Mais ça peut être d'autres compétences aussi. C'est des compétences d'ingénieur, c'est des compétences de scientifique, c'est des compétences de médecin, c'est des compétences de lettré. Mais d'une certaine façon, ils ont besoin d'être compétents, d'avoir quelque chose un petit peu à vendre pour justifier leur présence dans ces principautés et républiques italiennes. Oui, ça nous permet d'ailleurs de saisir assez nettement, je crois, ce qu'il y a de problématique dans la manière dont ils sont acceptés. C'est-à-dire qu'il faut quand même montrer qu'on est utile, montrer une compétence et la mettre au service soit du prince, soit de la collectivité, enfin, soit d'individus puissants pour se faire accepter. Donc l'acceptation ne va pas de soi, c'est pour ça que je tiens à rappeler dès que je le peux qu'ils sont dans une situation d'incertitude et de fragilité, mais en effet, ils ont des compétences et parfois même, vous parliez du métier d'argent, ils achètent quasiment littéralement leur présence. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'expression dans les documents d'une forme d'échange et d'une opportunité économique, y compris en monnaie sonnante et trébuchante, pardon, qui va bénéficier au trésor ducal, princier, ou que ce soit. Alors, cette fonction financière, parlons-en, cette banque, le banco, cette activité est très importante évidemment chez les Juifs. Et on pense couramment que les Juifs ont ces activités d'argent, de prêt sur gage ou autre, parce que c'est assez diversifié. Mais ces activités d'argent, parce que d'une certaine façon, la Vulgate nous laisse penser que les chrétiens ne voulant pas ou ne pouvant pas, pour différentes raisons, exercer ces activités, ils sont utiles parce qu'ils font des choses que les autres ne veulent pas faire. Est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'ils ont développé un art particulier dans la finance ou dans le commerce? C'est une question difficile que vous posez. Effectivement, ils sont souvent présents et ça tend à des effets de source, comme disent les historiens, c'est-à-dire à surévaluer l'importance du prêt d'argent. Mais dans la documentation, on les voit souvent apparaître pour ça. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous prêteurs. Donc je tiens vraiment à rappeler, tous les juifs ne sont pas prêteurs. Et tous les prêteurs ne sont pas juifs. Et au contraire, la majorité des prêteurs, y compris à intérêt, sont des chrétiens qui sont autorisés à le faire ou qui trouvent le moyen de le faire. Les juifs prêtent sur des banchi, effectivement. Un banco, c'est une table de bois sur laquelle on présente un gage qui vaut plus que l'argent emprunté et contre lequel, gage, on récupère une somme d'argent. Donc c'est vraiment très, très matériel. Mais c'est des endroits assez modestes, sous une tente, dans une échoppe. Enfin, c'est pas des banques impressionnantes comme on peut en voir aujourd'hui dans le centre des grandes villes. Donc la banque, c'est le banc. La banque, c'est le banc, exactement. Voilà, Il banco, c'est ça. Exact. Alors, il se trouve qu'en italien, il y a un autre mot pour dire un banc public aujourd'hui, mais effectivement, c'est vraiment la table de bois. On le voit dans la prédelle de Paolo Uccello, ce tableau, la première des 7 scènes d'un récit tristement antisémite. Mais on voit au début la représentation très, très réaliste d'un banco. Une femme chrétienne vient donner une hostie consacrée à un prêteur juif qui va en échange lui donner une somme d'argent, enfin lui prêter une somme d'argent. Je pense que la Vulgate est en partie vraie. C'est-à-dire que la spécialisation dans les métiers d'argent, elle n'est jamais totale, comme je l'ai déjà dit, mais elle est un peu effective. Et donc, il y a en effet, lentement, une sorte de glissement des populations juives qui n'abandonnent jamais des métiers tels que l'artisanat, le métier de chiffonnier, les métiers plus qualifiés que vous évoquiez tout à l'heure, non. Mais toutefois, se tournent, en tout cas, s'éloignent par exemple du foncier, de l'agriculture, de métiers qui ne sont pas a priori interdits, mais qui peu à peu le deviennent. Ils n'ont pas le droit d'exercer des offices publics, des positions d'autorité non plus sur les chrétiens. Donc, il y a comme ça une sorte de phénomène de spécialisation. D'autre part, est-ce qu'il y a une compétence ? Oui, je le crois. Je ne pense pas, mais sans faire injure aux gens du XVe siècle, que ce soit une compétence. Aujourd'hui, les gens qui font de la finance sont des gens qui ont fait des études extrêmement poussées, des statistiques, de la mathématique. Là, je crois que c'est un capital, du liquide, des réseaux. Il y a une sorte quand même de réseau juif qui s'étend, disons, sur plusieurs États. Ce n'est pas le seul. Il y a plein de gens qui ont des parents hors des frontières politiques de l'État où ils vivent. Il ne faut pas croire que les gens sont tous enclavés. Mais c'est vrai que les juifs sont assez mobiles et ont cette capacité de mobiliser des capitaux. Et je crois que c'est ça la compétence. De compétences financières, techniques très poussées, je n'en vois pas beaucoup. Et ils ne sont pas les seuls à disposer de cette compétence. Mais il y a quand même cette compétence réelle de leur côté, cette capacité de mobiliser des ressources qui suscite beaucoup d'hostilité et la création des mondes piétés, par exemple, à la fin du XVe siècle. Oui, alors il y a donc ces juifs qui ont ces activités de prêt d'argent, mais il y a beaucoup d'autres choses. Vous citez, si vous pouvez nous donner quelques exemples, vous avez
Vous avez des médecins, vous avez des intellectuels, vous avez des diplomates, vous avez quand même dans cette Italie de la Renaissance, auprès des princes, puisque c'est le cœur de votre livre, vous avez des juifs qui exercent des activités quand même très différentes. Oui, absolument. Alors ça, on les entrevoit dans les sources, on les sollicite, les sources, pour essayer d'en savoir plus, on n'y arrive pas toujours très bien. Mais effectivement, je dirais que les deux figures, j'ai pas tellement de biographie à vous donner, j'ai quelques noms qui s'esquissent dans les sources, mais en tout cas, les deux figures un peu abstraites que je peux évoquer, et assez typées l'une et l'autre, ce sont celles du médecin, qui est une science que les Juifs connaissent, approfondissent depuis des siècles, alors même que la médecine est une des grandes disciplines enseignées à l'université, et donc à des chrétiens. L'université est un corps ecclésial à l'époque, hein. Mais toutefois, au XVIe siècle, il y a même des Juifs qui vont étudier à l'université, ce qui est assez extraordinaire, parce que théoriquement, il faut être clair. Donc voilà, en tout cas, la médecine est une compétence dont les Juifs disposent, et ça leur permet, alors c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, c'est grâce à ça qu'ils peuvent parfois s'installer à Venise, qui, avant le XVIe siècle, est très rétive à la présence juive. C'est comme ça qu'ils sont dans la suite du pape, hein. Il est traditionnel, en tout cas, il est observé souvent, même Rabelais en parle, hein, à un moment, que le médecin en chef du pape, ce soit un Juif, hein, ce qui est assez extraordinaire. Donc il y a cette figure du médecin qui n'est pas spécialement septentrionale, qui peut venir du sud, de l'Italie, du bassin méditerranéen. Et puis il y a une figure qui, elle, est plus ashkénaze et qui passe les Alpes du nord vers le sud, donc qui est celle de l'ingénieur. Il y a notamment un document que je trouve extraordinaire qui est celui dans lequel un ingénieur évoque ses capacités militaires et se met au service du destinataire de la lettre en lui disant à quel point il pourrait être utile de l'embaucher parce qu'il sait faire des ponts comme ci et des armes comme ça, etc. Il y a une proximité avec Léonard de Vinci. Alors d'ailleurs. exactement, il y a une lettre extraordinaire de Léonard de Vinci qui est connue, qui est une sorte de lettre. C'est un jeune Léonard, c'est pas la star qu'il sera plus tard, hein. Et donc il propose ses services à Ludovico Sforza, le duc de Milan, en des termes assez comparables, effectivement. Une sorte de lettre de motivation où on dit tout ce qu'on sait faire. Et donc il y avait ces ingénieurs, techniciens, un peu pipoteurs aussi parfois, hein. Visiblement, il y en a certains dont la documentation dit qu'ils prétendent faire plein de choses, mais c'est pas vrai. Mais enfin, il y avait des gens qui proposaient à leur service technique. Et donc, ça change un peu le cliché quand même du juif qui serait uniquement prêteur d'argent ou consacré à des tâches intracommunautaires. Enfin, il n'y a pas que ces réalités professionnelles-là. Si on va à Rome, il y a des chiffonniers par centaines. Enfin, voilà, il y a une réalité politique, sociale, économique assez différente. Alors, cette relation, cette présence des Juifs, des Juifs dans ces cités du nord de l'Italie au XVe siècle, Pierre Savy, cette présence, et donc on l'a vu un peu monnayée par des activités, par une utilité, et elle est contractualisée en général. C'est une sorte de contrat entre le prince, les Juifs, la population qui dit, ben voilà, à telle condition, la présence des Juifs est tolérée. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu? C'est quand même très spécifique et très intéressant. Oui, ce sont des documents dont, hélas, on n'a pas encore Idéalement, il faudrait les mettre sur une base de données, les comparer, mais ces contrats, on leur donne en italien le nom de condotte. C'est le même mot qu'a donné condottière, hein. Les condottières, ce sont des mercenaires qui ont un contrat de travail pour rendre un service militaire à un prince ou à une république. Là, c'est la même chose. Donc, il y a une condotte, un contrat, qui n'est pas propre aux principautés. On en trouve aussi dans les systèmes républicains. En gros, ce sont les autorités d'un lieu, donc autorité communale, municipale ou bien autorité seigneuriale, ça dépend des lieux, qui tombent d'accord avec un groupe de juifs généralement assez modeste, hein, c'est 1, 2, 3 familles. Quelques familles. Des tout petits groupes, voilà, pour définir les conditions de leur présence et de leur exercice professionnel et du respect de leur culte, etc., etc. Et ce que je tiens à montrer un petit peu dans le livre, c'est que ces contrats sont négociés, hein, la perspective top-down, hein, du haut vers le bas, qui laisserait croire que le prince impose ses conditions à prendre ou à laisser, elle est complètement fausse. Les Juifs ont une capacité d'action, ils acceptent, ils refusent, ils proposent, on le sait, je peux vous dire comment, des petits bouts de texte qui sont intégrés dans le contrat, et si c'est pas intéressant, ils vont ailleurs. Enfin, si le taux d'intérêt, pour prendre l'exemple le plus simple, le taux d'intérêt qu'on leur qu'on leur demande de pratiquer n'est pas rentable économiquement, ils disent désolé les gars, mais on va aller travailler ailleurs parce que ça n'est pas viable économiquement. Justement, les taux d'intérêt, parlons-en, parce que j'ai vu dans votre livre des taux d'intérêt extraordinaires qui feraient rêver les banquiers actuels. Oui, des taux d'intérêt de 100%, 105%. Je crois que les taux remontent quand même en ce moment. Oui. Non, peut-être pas 100%, mais... Non, mais ils montent, enfin pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là, c'est vrai. Non, mais on est à quelques dizaines de pourcents l'an, quoi. Alors, je crois que c'est important de rappeler que ce sont
bien souvent, peut-être pas en volume, mais en nombre d'opérations, des opérations qui relèvent quasiment du microcrédit, sans le mot et sans les notions contemporaines qui ont permis l'apparition de cette pratique économique vertueuse. Mais il y a un peu de ça. Ce sont des petits prêts consentis à des gens parfois assez modestes, voire pauvres. C'est l'étudiant de l'université qui emprunte le matin pour son déjeuner et qui rend le soir. Donc effectivement, ramener à 365 jours, ça paraît un taux délirant, premièrement. Deuxièmement, on estime que le taux de rentabilité des banques, juives ou pas juives à l'époque, est effectivement un taux d'intérêt très haut, pour toutes sortes de raisons, de faillite, Ah oui, c'est le risque qu'on voilà, achète. c'est le risque. On Ah oui, estime que c'est à d'accord. peu près 25%, quoi. Enfin, donc effectivement, c'est plus que ce qu'on emprunte nous quand on veut acheter un appartement. Mais et puis voilà. Et puis après, il y a sans doute des raisons macroéconomiques, hein, une disponibilité du numéraire pas énorme, les empêchements, les embarras que l'Église cause aux prêts d'argent sont peut-être un peu un frein au développement. Là, je m'exprime comme un historien économique des années 60, mais le frein au développement, c'est quelque chose qui existe, et je pense que c'est l'offre et la demande, quoi. Donc, quand il y a peu d'offres de prêts, on peut augmenter les taux, effectivement. Mais ce sont des taux, je répète, qui sont souvent pratiqués sur une très courte période. Alors, quand c'est un prince qui emprunte pendant un an, effectivement, ça fait un taux important. Donc, les Juifs sont soumis à des contrats ou contractualisent, hein, avec les autorités locales. Ça s'appelle le compte d'OTA, c'est ça? Oui. Ce contrat, donc c'est un contrat où on stipule et les conditions d'existence des Juifs et le type d'établissements, etc., qui peuvent avoir, les impôts qu'ils doivent payer, bien évidemment. Alors, là, on voit bien, on parlait tout à l'heure du fait que c'est un relatif âge d'or. On voit bien quand même immédiatement la précarité quand même de cette relation. C'est une relation contractuelle, mais précaire. D'abord, les Juifs ils sont tolérés en tant que Juifs, mais il faut quand même qu'ils fassent preuve d'une relative discrétion. C'est-à-dire que voilà, il y a une espèce de, ils sont tolérés, mais enfin, faut pas exagérer. Voilà. Et là, il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, vous donnez des exemples de Juifs qui, évidemment, certains se sont beaucoup enrichis, achètent des belles maisons. Et là, ça coince, parce que il faut pas avoir une trop belle maison quand on est juif, c'est dangereux. Oui, il y a tout à fait cette idée-là. Alors ça, c'est préexistant au système de la condotta et de ce contrat d'installation. L'idée, bien sûr que les choses changent et que les historiens tiennent toujours à rappeler l'historicité de toute chose, hein, mais on peut quand même, je pense, considérer qu'il y a une sorte de cadre dans lequel la présence juive s'installe au Moyen-Âge, qui est défini par 1000 acteurs, mais notamment par la papauté, et c'est exactement ce que vous venez de dire. De même qu'il est permis aux Juifs de s'installer, ce sont les termes d'une bulle pontificale, hein, que je cite approximativement, mais d'une part, il leur est permis de s'installer, on ne peut pas les forcer au baptême, on ne peut pas leur faire de violence, ils ont droit à un cimetière, etc. D'autre part, pour reprendre vos mots, vous plaisantiez, mais c'est vraiment les bons mots, il ne faut pas qu'ils exagèrent. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas pratiquer le prosélytisme, il ne faut pas qu'ils entraînent leurs serviteurs, etc., à judaïser, à pratiquer des choses. Et d'ailleurs, il vaut mieux qu'ils n'aient pas de serviteurs chrétiens. Bref, un certain nombre de dispositions qui, effectivement, les maintiennent dans ce sentiment d'incertitude. Et alors, pour ce qui est de la précarité, qui est une notion un peu différente de l'incertitude, elle est factuelle. Enfin, la condotta, donc je répète, ce contrat d'installation dans une ville donnée, on la renouvelle ou non. Et quand on menace de ne pas renouveler le contrat, on peut discuter, on peut négocier. Certaines parties de la population chrétienne peuvent dire « mais non, c'est stupide parce qu'on a besoin de ces prêteurs, ils rendent service, c'est utile, etc. » Mais on peut aussi trouver des cas où la condotta n'est pas renouvelée. Donc effectivement, il y a une précarité. Donc la tolérance, elle est générale dans le cadre de la chrétienté, mais après, les dispositions locales font que malgré cette tolérance un peu théorique mise en avant par le pape, on peut les refuser. C'est comme ça que des souverains chrétiens vont les expulser d'ailleurs. Ouais. Alors, donc, cette tolérance, elle est fluctuante. Alors, j'ai noté dans votre livre, Pierre Savy, donc Les princes et les juifs dans l'Italie de la Renaissance, au PUF, j'ai noté que, par moments, et ça c'est assez étonnant, les juifs peuvent être ressentis par la population locale et les autorités locales comme un peu l'œil du prince. Là, dans leurs activités. Donc, tout à fait, ouais. c'est assez étonnant quand même.
C'est étonnant. Alors en même temps, c'est un phénomène qui, toute chose égale par ailleurs, s'observe dans pas mal de contextes, y compris dans la longue durée. L'un des premiers livres traduits en 1996 en français, dans cette même collection que le mien, donc j'en suis très honoré parce que c'est un grand livre, hein, celui de David Nirenberg sur les minorités persécutées en Catalogne, montrait un peu le même cas, hein, dans l'Espagne du 14e, 15e siècle, la même situation. Et puis on peut même penser à des exemples appartenant à l'histoire de l'Europe de l'Est au 19e siècle, enfin la Pologne, la grande Lituanie, enfin des espaces où les Juifs, comme ils se placent un peu sous l'aile du pouvoir, c'est ce qu'on appelait d'un thème très très discuté, hein, l'alliance verticale ou royale, eh bien se trouvent assez rapidement vus comme l'instrument du prince et donc sont en proie à l'hostilité de certaines parties de la population. Donc c'est une position où ils bénéficient de protection, mais où en même temps ils sont fragilisés. Mais est-ce qu'il y a eu des Juifs qui ont joué un vrai rôle politique dans l'Italie de la Renaissance? Alors, c'est une question qui m'interpelle d'autant plus que je suis en ce moment même engagé dans un programme de recherche collective sur cette question-là. Tout dépend de ce que vous appelez Il faut un rappeler vrai que rôle. vous travaillez aussi au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Oui, ce semestre, j'ai le plaisir de travailler au musée d'art et d'histoire du judaïsme, effectivement. Et là, et puis plus généralement pendant les prochaines années, je travaille sur un projet qui interroge l'action politique, l'agentivité politique, pour employer un vilain mot, des Juifs de l'Italie de la Renaissance. Bon, un rôle politique indéniablement, un vrai au sens d'un gros rôle politique. Assez étonnamment, j'aurais tendance pour l'instant à répondre que non. Si on pense à l'Espagne, qui est pourtant l'espace qui les expulse, comme chacun sait, en 1492, on y voit des Juifs situés à des très hauts échelons politiques, non pas de la prise de décision, mais du conseil. Hein, la figure du Juif conseiller, elle se trouve aussi en Europe de l'Est ou en Europe dans le monde germanique. On les appellera plus tard de façon péjorative les Juifs de cour, donc des gens qui intercèdent, le Stadtland. Enfin, il y a plusieurs noms comme ça en hébreu, en yiddish, pour qualifier ces gens qui intercèdent auprès des autorités. En Italie, ils font de la politique, dans la mesure où ils le peuvent. On a l'étude des responsables rabbiniques, hein, qui est une véritable mine, un trésor qu'il faut explorer pour comprendre quelles étaient leurs opinions politiques, non pas leurs idéologies, mais leurs conseils, leur manière d'agir politiquement. En revanche, ils ne jouent pas, me semble-t-il, un rôle politique prépondérant. Encore une fois, hein, l'autorité exercée par un juif sur un chrétien, c'est quelque chose d'intolérable depuis le haut Moyen-Âge. Il n'y a pas de cas. Il faut attendre l'émancipation pour que ce soit possible. Mais jusqu'à l'époque... il y a une sorte de plafond de verre. Ah, tout à fait, oui. Ouais. Est-ce que ça ne vient pas du fait, quand même, de la proximité du pape par rapport à l'Espagne? Je risque une hypothèse, mais là, quand même, il faut qu'il soit discret. Oui, c'est possible. On peut peut-être faire les choses plus facilement en Espagne ou en Europe de l'Est, évidemment. Possible. Ça peut très bien être une des causes, effectivement. L'Espagne est aussi un espace, alors même qu'il y a une reconquista, mais qui se construit sur une diversité religieuse plus grande. C'est peut-être une autre cause. Enfin, la société politique est structurée différemment, mais effectivement, le rôle du pape peut être pris en considération. Mais il y a vraiment un plafond de verre, donc pas dans la richesse, mais dans le pouvoir, dans l'exercice d'une autorité politique, il y a un plafond assez bas, finalement. Alors, la situation des Juifs dans cette Italie de la Renaissance, leur tranquillité, leur confort, d'une certaine façon, est très fluctuant, très fluctuant, et très soumis aux changements politiques, aux changements économiques, et aussi aux fluctuations religieuses qui sont très nombreuses à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où c'est plus simple et des périodes où ça devient vraiment compliqué. Et notamment, de plus en plus, lorsqu'on avance dans le XVe siècle, ça a tendance à devenir de plus en plus compliqué pour les Juifs. Oui, c'est quelque chose d'ailleurs qui s'inscrit dans un contexte. Hein, les Juifs ne sont pas du tout à part, enfin, de l'histoire et la violence politique, les soubresauts politiques, alors même qu'il y a moins de guerres. Mais cette violence se fait plus nette dans le dernier tiers, disons, du XVe siècle. Et en effet, les Juifs en pâtissent, enfin, ou en tout cas sont inscrits dans ce phénomène-là. Les fluctuations sont très nettes et sont le fait de pouvoirs princiers qui, pour certains, agissent de manière pragmatique, hein, enfin, et on pourrait même dire cynique. Je crois qu'on peut, avec les sources dont on dispose, apercevoir chez certains princes ce qu'on appellerait, disons, une sorte d'amitié pour les Juifs, de philosémitisme, si l'on veut. Je pense à certains cas issus de l'histoire de Ferrare, où l'on raconte dans les chroniques écrites à l'époque. Ferrare, on a l'impression quand même que c'est un endroit où
où les Juifs ont été quand même, il y a eu Oui. une À Ferrare, floraison. c'est assez extraordinaire. Alors, en 1492, quand il accepte l'arrivée de Juifs issus de séfarades, de l'Espagne, c'est sans doute aussi par intérêt, enfin, c'est pas incompatible du reste, la bienveillance et l'intérêt, mais Ferrare est assez exceptionnel. Mais dans d'autres cas, on voit les princes d'un trait de la plume, enfin, la chancellerie du prince, revenir sur une situation très, très consolidée, enfin, c'est le cas de Milan, où pendant toute la deuxième moitié du XVe siècle, les Juifs sont assez tranquilles. Et puis à la fin du XVe siècle, pour des raisons y compris religieuses, effectivement de prédication, d'effervescence religieuse du fait de certains prêcheurs mendiants, des frères mendiants, eh bien le prince décide de revenir sur cette bienveillance. Et c'est très facile pour lui de le faire. C'est pour ça que l'incertitude est vraiment le maître mot. Parce qu'il n'y a rien de très solide. Enfin, le cadre de la présence peut être renégocié à chaque instant et le pouvoir peut unilatéralement décider de mettre un terme à une présence qui peut monter à une centaine d'années. En Lombardie, ils se réinstallent comme prêteurs fin XIVe siècle. Il y en avait avant, mais très mal documenté. Et fin XVe siècle, 100 ans plus tard, on peut décider qu'ils vont s'en aller. Alors, ils s'en vont pas, mais c'est des négociations, des amendes, des menaces, enfin, tout un processus de remise en cause. Oui, on voit dans votre livre, Pierre Savy, des princes italiens finalement très opportunistes. Oui. Très opportunistes. Finalement, Machiavel n'a rien inventé. Non, c'est-à-dire que c'est des princes qui vont au gré des vents. C'est-à-dire que quand la situation est calme, que les religieux sont à peu près tranquilles, etc., on utilise des juifs. Même on leur rend la justice. Oui. Parce qu'il y a des cas où la justice est rendue, non pas... c'est pas forcément en défaveur des juifs. Et puis des moments où il y a une espèce de contraction, de crispation, je dirais, de la population et des religieux. Et là, le prince, il lâche les juifs. Oui, ça peut tout à fait arriver. Alors effectivement, la justice, c'est important de le rappeler parce que c'est un des principes, et là encore, on peut ne pas l'interpréter comme un signe d'amour pour les juifs, mais plutôt comme un des principes fondamentaux de l'autorité princière. On fait régner l'ordre. On n'aime pas quand un groupe de gens énervés va saccager le banco du juif. On fait régner l'ordre et la justice. Et à longueur de temps, les sources du XVe siècle nous disent en italien ou en latin, le droit doit être attribué à quiconque, tous mes sujets ont le droit à la justice, je ne veux pas donner à mes sujets juifs une occasion d'être victimes d'injustice. Enfin, donc c'est très très fort. Toutefois, les princes peuvent assez rapidement revenir sur ce qu'ils ont concédé, comme vous venez de le dire. Je crois que le meilleur exemple pour illustrer cette idée, c'est l'histoire de Mantoue. Et ça, oui, racontez-nous ça. Ouais, c'est une histoire extraordinaire. D'ailleurs, si les gens veulent aller au Louvre ou à Mantoue faire du tourisme, mais en tout cas au Louvre, voir le tableau qui résulte de cette histoire, c'est un tableau magnifique, mais c'est une triste histoire. Un banquier juif bien en cours, bien installé, Daniele da Norcia, avait acquis une belle maison en ville. Il avait obtenu l'autorisation de faire supprimer sur la façade de cette maison une représentation de la Madone. Il s'était précautionneusement donc assuré qu'il avait le droit de le faire. Et puis quelques temps plus tard, pas tout de suite, 2 ans plus tard je crois, une procession passant devant la maison du juif s'est mise à invectiver le juif, à jeter des cailloux sur la façade, enfin à trouver inadmissible la suppression de l'image sainte. Il aurait peut-être mieux fait de la cacher que de la supprimer, mais ça c'est une autre histoire. Après tout, il avait le droit de faire ce qu'il a fait. Et le prince est revenu sur l'autorisation. Le prince a senti le vent tourner et de façon parfaitement cynique a décidé que le juif devait raser sa maison, faire construire une église qu'on peut visiter à Mantoue, une toute petite église. Une œuvre peinte assez moche a été faite, mais qui est une œuvre très célèbre parce qu'elle représente les 4 banquiers, enfin le père, le fils et leurs femmes respectives. Donc c'est une œuvre anonyme autour de 1500 qui nous montre donc la famille da Norcia et au-dessus il y a une scène sainte, et c'est une œuvre chrétienne. Oui, mais c'est une représentation négative, c'est-à-dire que c'est pas des gens qui sont en prière parce qu'ils ont donné de l'argent comme dans les représentations chrétiennes. Non. Là, on les a. Alors, ce sont les mauvais héros c'est ça, on a réussi à les contenir ces juifs. C'est ça. Donc on a un homme, une femme. Les hommes portent la rouelle, le signe distinctif. Le père est sans doute caricaturé un peu avec des traits qui sont les traits caricaturaux des Juifs depuis le XIIIe siècle. Le fils et les femmes, non. Mais en tout cas, effectivement, c'est une œuvre où ce sont les héros négatifs de l'histoire. D'ailleurs, dans le cartouche situé en haut de l'image, il y a marqué que la témérité des Juifs a été expurgée. Donc c'est ça. Ouais. Et le deuxième tableau dont je parle, alors lui c'est un chef-d'œuvre. Il est d'ailleurs antérieur à celui dont je viens de vous parler. C'est un tableau de Mantegna, qui est quand même un des plus grands peintres du temps, et qui fait réaliser une Madone de la Victoire sur les deniers de la famille da Norcia, qui célèbre une victoire assez incertaine d'ailleurs, mais ça c'est
encore une autre histoire, c'est l'histoire militaire, remporté dans les années 1495. Et donc voilà, c'est un tableau qui est lié, cette Madone de la victoire, est liée à l'histoire malheureuse de Daniel et d'Anorcha. Et cette histoire malheureuse, oui, elle illustre Donc un très beau tableau qu'on peut voir au Louvre. Au musée du Louvre à Paris, oui. Un tableau qui n'a rien d'antisémite, le tableau plus problématique mais très intéressant comme document pour nous. Il est aujourd'hui conservé dans une basilique à Mantoue et on voit donc le portrait des 4 juifs au bas. Mais le tableau du Louvre est un très beau tableau. Oui, et d'une certaine façon, on peut dire que ces juifs ont été mécènes sans le vouloir, involontaires. Absolument. Ce sont des mécènes involontaires. Exactement. Qui ont financé un chef-d'œuvre de la Renaissance. Tout à fait. Et une église. Donc c'était tout bénef pour le prince, mais effectivement au prix d'un changement de direction assez brutal, enfin assez cruel, parce que le prince On a l'impression d'une existence qu'on doit négocier en permanence. Alors c'est peut-être mieux qu'une existence qui est toujours soumise à destruction, comme on a pu connaître dans d'autres pays. Mais on a besoin de négocier, c'est-à-dire que quand on est juif, on a besoin en permanence d'acheter le fait d'être juif, y compris religieusement, d'acheter le fait d'avoir été le peuple déicide. Oui, c'est juste. Il y a toujours cette nécessité de négocier et d'assurer sa présence ou l'acceptation de la société majoritaire. Ça conduit quand même à des situations relativement tranquilles. C'est difficile de l'évaluer, mais je pense qu'il y a eu quelques décennies où les gens ne se demandaient pas où ils vivraient dans 6 mois, s'ils ne devaient pas se promener avec une valise. Je m'exprime de façon anachronique, mais ce sentiment d'extraordinaire précarité-là, je pense qu'il a été suspendu dans quelques espaces pendant quelques temps. Mais en effet, à partir du début du XVIe siècle, de nouveau, il y a des migrations internes et puis des mouvements de constitution de ghettos et donc de raréfaction ou de concentration de la présence juive en Italie. Mais au XVe siècle, il y a eu un relatif mieux. Mais en effet, il fallait toujours justifier un peu de sa présence et surtout veiller au grain. C'est pour ça que les Juifs passent leur temps à essayer de se faire apprécier du prince, à témoigner de leur fidélité, à lui adresser des suppliques en vulgaire, donc en italien et parfois même en latin, très respectueuses. Jouent vraiment à plein cette alliance verticale pour maintenir leur tranquillité. Mais est-ce qu'ils ne le faisaient pas justement parce qu'ils ne pouvaient pas aller ailleurs, parce que ailleurs c'était quand même beaucoup plus compliqué pour les Juifs. C'était une époque où ils étaient plus admis dans le royaume de France, où je sais plus, dans les empires germaniques, dans les États germaniques. C'est en tâche de léopard. Il y a des endroits oui, des endroits non, mais c'est quand même de plus en plus souvent non. Quand même, la vie était dure. Oui. Et en Espagne. Et au Portugal. Et au Portugal, à partir de 1492, expulsion. Oui, 92 et 17 pour le Portugal, c'est ça. Et 17 pour le Portugal. Oui, et l'Angleterre depuis 1290. Toute l'Europe de l'Ouest leur est fermée. Le monde germanique est très inégalement hospitalier, mais plutôt pas très hospitalier. Et donc, effectivement, l'Italie, c'est Italia, c'est l'île de la rosée divine, toute relative, comme on l'a dit. Et sinon, il y a des espaces plus éloignés pour nous qui parlons en France, c'est-à-dire l'Europe orientale. C'est vrai que jusqu'au XIVe, XVe siècle, c'est pas pour rien que la Pologne avait une communauté juive si immense. Et à partir du XVIe siècle, il y a même des historiens qui parlent d'un déclin du judaïsme italien, parce que des espaces nouveaux, à l'occasion de la grande migration séfarade, mais qui entraînent avec elle aussi des Italiens, vont s'ouvrir en Afrique du Nord et dans l'Empire ottoman. Donc là, il y a des espaces où ils peuvent se rendre. Mais c'est vrai que du côté de l'Europe occidentale, les portes sont plutôt fermées. Alors, pour tout le monde, l'Italie, c'est là qu'on a inventé le ghetto aussi. Et alors, qu'est-ce qui se passe à la fin du XVe siècle ? Là, on a l'impression qu'il y a un raidissement et la création des premiers ghettos. C'est quand ? C'est à partir du moment où les Juifs d'Espagne sont arrivés, se sont réfugiés d'une certaine façon dans la péninsule italienne ? Oui, c'est à peu près ça. Alors en même temps, il se passe un petit peu de temps quand même. L'expulsion d'Espagne, c'est 1492. Il faut quelques semaines en bateau pour quitter Barcelone et arriver à Gênes, où on se fait chasser comme des malpropres, essayer de trouver un refuge à Ferrare, à Naples, etc. Donc voilà, c'est quelques semaines, mais c'est pas des années et des années. Le premier ghetto, c'est même un mot vénitien, donc c'est le premier ghetto et le premier usage du mot ghetto en ce sens, c'est 1516. Et c'est donc Venise. Le deuxième, c'est 1555. Ghetto, c'est un quartier de Venise qui veut dire la fonderie. J'ai appris ça. C'est là où on jette, gettare, peut-être mal prononcé avec l'accent ashkénaze, le G, il le prononce gettare, accent allemand si vous voulez. C'est là où on jette les débris de cuivre, et donc c'est une fonderie de cuivre, et donc c'est un quartier où il y avait jadis une fonderie.
et où en plus la configuration urbaine est assez favorable, parce que ça se voit encore si vous y allez, hein, observez aussi l'extérieur du ghetto et pas seulement le campo central, la place centrale. C'est une sorte de, comme dit Donatella Calabi, de château. Enfin, la petite île, hein, Venise est constituée de dizaines d'îles, la petite île entourée du canal est assez facilement fermable, si je puis dire, isolée. Enfin voilà, donc cette île-là est assignée aux Juifs en 1516. Et attention, c'est pas un quartier juif. Donc c'est quand même une innovation, hein. C'est tous les Juifs vivent là et rien que des Juifs y vivent. Il ne peut plus y avoir de chrétiens. Donc les chrétiens qui possédaient les immeubles sont obligés de les mettre en location. Il y a quelques familles, riches d'ailleurs, qui mettent en location amphithéotique, hein, pendant des dizaines d'années, les immeubles qu'ils possédaient. C'est-à-dire qu'on oblige les Juifs à vivre à cet endroit-là. Tous les Juifs, quand il y a un ghetto, c'est que ce n'est pas une juiverie, un shtetl ou une juderia, c'est pas ça. C'est vraiment tous les Juifs de la ville vivent là. Ils peuvent éventuellement sortir le jour pour commercer, mais alors il y a des laissez-passer, il y a des exceptions. Si c'est le médecin qui est au chevet du prince, bon, mais il a le droit de dormir au chevet du prince. Mais voilà, c'est l'idée qu'ils y demeurent tous et que dans ce même quartier ne demeure plus aucun chrétien. Donc il y a une sorte de, alors on appelle ça parfois l'expulsion intérieure. Des vies, c'est-à-dire que avant il y a les existences sont relativement mélangées, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des juiveries, il y a des endroits, c'est des quartiers juifs, etc. Mais enfin, c'est quand même assez poreux, c'est quand même assez... Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on crée ces ghettos, c'est-à-dire on met une barrière, un mur entre les existences juives et les existences non juives? C'est une grande question. On peut dire que le ghetto, c'est une expulsion intérieure, et donc c'est encore une réponse un peu moins violente, un peu moins brutale à la question de la présence juive que celle qu'apportent les monarchies nationales, qui pour le coup expulsent. Plutôt que d'expulser, on a recours à cette solution que certains juifs... C'est une sorte d'expulsion interne. Exactement, expulsion interne. Oui, tout à fait. Donc je pense que la question pourrait être aussi, plutôt que pourquoi d'un seul coup séparer, ça ferait pourquoi ne pas expulser, mais se contenter de cette espèce de demi-mesure d'expulsion interne. Il y a une crainte religieuse qui se diffuse dans l'Europe du temps, dans l'Espagne où le phénomène de la conversion et du maranisme est très fort, mais pas seulement en Espagne, qui est celle donc du mélange. On veut désormais une séparation plus forte que dans le passé. On veut aussi répondre à l'augmentation de la population juive du fait de l'expulsion d'Espagne. Et donc, pour répondre à ces questions et à ces angoisses, on trouve qu'effectivement, la promiscuité n'est plus acceptable. Ça remonte au XIIIe siècle, hein, les premières manifestations d'une législation visant à séparer, mais ça se traduit concrètement dans le tissu urbain vénitien seulement en 1516 pour répondre à cette difficulté-là. Et après cette création du ghetto de Venise, alors on sort un petit peu de votre livre qui n'en parle pas, mais c'est intéressant de voir la continuité qu'il y a eu, et notamment la différence entre ce 15e siècle relativement, où les Juifs vivent relativement avec les chrétiens, jusqu'à ce moment où on invente la barrière, ce qui pourrait se rapprocher d'autres époques aussi, hein, où l'air ambiant, l'air du temps, je dirais, fait qu'on veut séparer, enfin les chrétiens veulent séparer leur vie de celle des Juifs, ce qui est une préfiguration après ça peut être d'une extermination biologique, etc., comme ça a été le cas des ghettos en Allemagne, en Pologne, au XXe siècle. Mais pour revenir à ça, on a l'impression qu'il y a une espèce de montée, voilà, d'une certaine façon, on se barricade, et ça commence à Venise alors, et ça se répand dans toute l'Italie et ailleurs en Europe. Oui, alors encore une fois, hein, c'est vrai que c'est des ghettos, mais le ghetto de Varsovie et le ghetto de Venise, à part le même mot, c'est quand même des réalités fondamentalement différentes. Le ghetto des nazis, c'est le prélude à l'extermination. Le ghetto, encore une fois, ce ghetto italien qui nous semble odieux, parce que nous, on vit dans un pays d'égalité, d'émancipation, etc. Mais c'est encore une fois une façon de ne pas expulser d'une certaine façon. Donc on peut le verre à moitié vide ou à moitié plein. Certains juifs, quand on le crée, comme ils avaient glosé Italia en disant que c'était 3 mots hébreux, ils disent que le mot ghetto vient non pas de ghetto, mais de get, le divorce. Et donc c'est une bonne opportunité donnée de divorcer, de se séparer avec les chrétiens. Donc c'est une institution ambiguë. Il ne s'agit pas de le réhabiliter, mais de bien le séparer du ghetto de 1943, si vous voulez. En effet, cette réalité institutionnelle se répand. Bon, pas si vite que ça. 1516, le deuxième c'est à Rome en 1555. Ensuite en Toscane en 1571, et alors après au XVIe, XVIIe et encore XVIIIe siècle, il va s'en ouvrir dans énormément de villes d'Italie. Et on sait encore aujourd'hui, quand on visite telle ou telle ville, où était le ghetto. Ils sont assez différents. Le ghetto romain, il est très convertisseur. Donc la porosité, vous avez très bien décrit la façon dont cette porosité ancienne n'était plus acceptée, mais pour le coup, on veut instaurer une porosité nouvelle,
c'est celle dont parle le film qui vient de sortir de Marco Bellocchio consacré à l'affaire Mortara. On veut désormais que les Juifs se convertissent, alors que de ce point de vue-là, on leur fichait à peu près la paix. Et donc le ghetto romain, il inflige à ses habitants des prédications forcées. Donc c'est un ghetto qui veut vraiment mettre en difficulté la présence juive et la faire reculer au bénéfice d'une conversion au christianisme. Mais voilà, donc il y a des différences importantes entre le ghetto italien, mais ces ghettos se font très nombreux. Et donc à l'arrivée des armées napoléoniennes fin XVIIIe siècle, le ghetto est une réalité présente dans beaucoup de villes, dont Bologne, où se passe l'affaire Mortara, dont Venise, dont Rome, où d'ailleurs le ghetto tombe définitivement en 1800, avec l'émancipation italienne, quoi. Est-ce que, quelque part, j'avais cette impression en lisant votre livre, est-ce que le ghetto n'a pas remplacé le compte d'Ota ? C'est-à-dire, est-ce que le ghetto n'a pas remplacé le contrat ? Est-ce que, d'une certaine façon, les autorités ne pouvaient plus maintenir, pour des tas de raisons, la présence juive sous forme contractuelle, et elle l'a établie, disons, sous forme physique. C'est une façon de garder les Juifs quand même, mais de les séparer de la population, parce que c'était plus possible qu'il y ait un contrat de vie entre la population juive et la population non juive. Oui, on peut dire ça. Oui, ouais. on peut dire ça. Ça reste le préalable, le prélude à la création d'un ghetto, notamment celui de Venise, qui a été très bien étudié. C'est quand même des discussions entre les puissants et ça s'apparente quand même à une forme de contractualisation. En tout cas, il y a une prise de décision. Mais effectivement, une fois institué, le ghetto n'est plus vraiment remis en cause et ça donne paradoxalement une forme de continuité. Ça forme une continuité. Ouais. Et peut-être que quelque part, les Juifs y trouvaient aussi leur compte. En tout cas, oui, il y a des cas, c'est même factuel, hein, ça peut nous étonner, mais si l'histoire nous étonne, tant mieux, sinon c'est ennuyeux. Il y a des cas où ils célèbrent la création du ghetto. Je parlais du mot get tout à l'heure. Pour eux, c'était une bonne chose. Enfin, on peut divorcer et donc on va être tranquille. Il y a un cas entre nous. Entre nous. Voilà. Il y a un cas connu qui est celui du ghetto de Vérone sur la terre ferme vénitienne, où pareil, l'institution du ghetto a été perçue comme un événement favorable. Alors après, avec le passage des années et des dizaines d'années, sans doute que cette réalité a plutôt été perçue comme quelque chose de douloureux, puisque quand les Français mettent à bas les structures politiques italiennes fin XVIIIe siècle, les Juifs sont très contents. Quand l'Italie s'unifie comme pays, comme nation, c'est ce qu'on appelle le Risorgimento, donc au XIXe siècle, les Juifs sont surreprésentés dans les troupes patriotiques favorables à l'unification italienne. Donc, ils avaient sans doute pris pas mal de recul, mais enfin, en effet, le ghetto a été aussi un moyen d'être entre soi. À telle enseigne qu'il y a des penseurs du XXe siècle ou d'aujourd'hui qui ont pu avoir une espèce de mythification du ghetto, parce que le ghetto, ça évite l'assimilation, ça assure le maintien d'une culture juive, censément. Après, c'est pas forcément vrai, mais il y a cette idée comme ça, que c'est par rapport au péril d'une émancipation assimilatrice, le ghetto, c'est l'entre-soi, quoi. Donc après, à vous de choisir. Hein, Et puis, une dernière question, un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette période? Pourquoi est-ce que vous avez choisi finalement d'étudier ce moment particulier des relations entre juifs et chrétiens, l'Italie de la Renaissance? Ça peut paraître quand même très pointu. Vous êtes historien. Les historiens ont l'habitude de travailler parfois sur des têtes d'épingle. Mais bon, qu'est-ce que vous avez trouvé? Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette période? Pour vous répondre honnêtement, et donc pour vous faire une réponse un peu décevante, je pense, je suis d'abord un médiéviste qui s'est formé à l'université avec des professeurs d'histoire de la France ou de l'Italie qui travaillent sur le Moyen-Âge. Et donc, c'est d'abord là-dessus que mon doctorat ne concernait pas l'histoire des Juifs. Donc, ayant ce champ documentaire, chronologique comme compétence, dans mes compétences, j'y suis resté et j'ai trouvé cet objet particulièrement important parce qu'il annonce de la modernité tout en précédant un moment de recul. Donc il y a une espèce de fenêtre dont on a parlé ensemble aujourd'hui et qui est une fenêtre assez heureuse, qui m'a semblé très éclairante. On n'a pas eu le temps de parler de tout, mais la citoyenneté concédée aux Juifs, une forme de protection dans le système de la justice, ça on en a parlé. Et d'autres phénomènes qui m'ont un peu stupéfait, qui m'ont paru intéressants dans l'histoire de l'avènement d'une modernité. Disons, c'est un livre de médiévisme, mais qui s'inscrit dans ce qui, à la fin du XVIIIe siècle, sera l'âge des émancipations. Mais moi, ce qui m'y a amené, c'est parce que je travaille sur le XIVe, XVe siècle et que je suis resté sur mon champ de compétences relatives, qui est la fin du Moyen-Âge italien. Très bien. Merci Pierre Savy. Comme vous le dites, on n'a fait qu'effleurer ce sujet. Je renvoie à votre livre très, très documenté, évidemment, je dirais, bien évidemment, puisque c'est un livre d'universitaire, mais qui se lit très, très bien et très fouillé. Donc, Les Princes et les Juifs dans l'Italie de la Renaissance, et c'est paru au PUF. Merci Pierre Savy. Merci beaucoup à vous.
C'était Pile Poule, une émission de Marc Wielinski, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français, 01 53 59 47 47.